Bienvenue dans ce nouveau numéro de Regard Humanitaire, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité humanitaire, sociale, environnementale et au développement en Haïti. Voici les principaux titres de cette édition. Le gouvernement annonce la suppression des taxes sur les panneaux solaires et les batteries, une mesure dévoilée par le Premier ministre Alexandre Didier Fils-Aimé à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement ce 5 juin, afin d'encourager la transition énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables en Haïti. OCAI, producteurs, coopérateurs universitaires et acteurs du développement ont réfléchi durant 3 jours aux moyens de renforcer la production nationale à travers l'agroécologie. Retour sur le forum régional sur l'agroécologie et la deuxième édition du salon itinérant des coopératives sociales, financières et économiques. À Delma 33, près de 3000 personnes déplacées internes tentant de survivre dans le site d'hébergement aménagé à l'église en Shalom. Entre précarité, insécurité alimentaire et manque de services de base, les familles lancent un nouvel appel à la solidarité et à l'intervention des autorités. Salut à tous et à toutes, bienvenue au développement du journal. Une information plutôt positive à l'entame de ce journal. Reprise des activités médicales de Médecins Sans Frontières dans son hôpital de Cité-Soleil après 3 semaines de suspension en raison des affrontements armés. Les services d'urgence et la prise en charge des survivantes de violences sexuelles sont de nouveau opérationnels. Selon MSF, les besoins demeurent considérables dans cette commune où vivent environ 300 000 habitants. Nous l'avions annoncé en titre, une mesure qui pourrait accélérer l'accès aux énergies renouvelables en Haïti. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée vendredi au Caribé Convention Center de Pétionville, le Premier ministre Alexandre Didier Fils-Aimé a annoncé l'élimination des taxes sur les panneaux solaires et les batteries. Une décision qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de promouvoir la transition énergétique et de faciliter l'accès à des solutions durables pour les ménages, les entreprises et les institutions. Un extrait du Premier ministre Alexandre Didier Fils-Aimé. C'est précisément dans cette perspective que les métiers verts prennent tout leur sens. Ils représentent à la fois une réponse aux défis économiques, une opportunité pour notre jeunesse et un levier concret pour reconstruire un pays plus résilient, plus équilibré et tourné vers l'avenir. À tous les Haïtiens, adoptons des gestes simples mais essentiels pour préserver notre environnement. Chaque action compte. Ensemble, nous pouvons construire une Haïti plus stable, plus résiliente, tournée vers l'avenir. C'est dans cette perspective que le gouvernement, en étroite concertation avec les instances concernées, a pris la décision stratégique d'instaurer une taxe à 0% sur les batteries et les panneaux solaires. Les explications du Premier ministre Alexandre Didier Fils-Aimé qui a fait cette annonce lors de la cérémonie de commémoration de la Journée mondiale de l'environnement ce 5 juin. Pour le ministre de l'Environnement, cette transition ne pourra toutefois réussir sans l'engagement des nouvelles générations. Devant plusieurs centaines de jeunes d'écoliers et d'acteurs du secteur environnemental, Valérie Fils-Aimé a placé la jeunesse au cœur de la transformation écologique du pays et du développement des métiers verts. Les explications de Valérie Fils-Aimé. Le thème retenu cette année au niveau national, c'est les métiers verts au service d'une Haïti durable. Il nous invite à considérer la protection de l'environnement non seulement comme un devoir citoyen, mais également comme un formidable levier de développement, d'innovation et d'opportunités pour notre jeunesse. Secteur environnement offre pays possibilité pour que aujourd'hui nous développer un nouveau modèle économique pour que nous capables de gagner une l'autre Haïti. Il y a un pile d'efforts qui a fait et nous t'aimerais citer quelques là-dedans yo. Nous voulons parler de programme Combit Haïti Zéro Déchet que ensemble avec support SNGRS nous commençons à éliminer plusieurs sites sauvages. Nous lancé récemment le programme PAEC, qui c'est le programme d'appui aux initiatives environnementales citoyennes, qui visait à des appels à propositions au niveau local. Pour que ces moun yo, associations écologiques yo, entrepreneurs yo, qui viennent avec des solutions locales à des problèmes qu'ils ont identifiés.
Exposition de produits recyclés, conférences sur les métiers verts, concours de recherche en scientifique et sensibilisation des jeunes ont marqué cette célébration nationale de la Journée mondiale de l'environnement. Nos reporters Picard, Emmanuel Desravines, Louis Fontal et Mackenzie Devaris reviennent sur les temps forts de cette activité. Au Caribé Convention Center de Pétionville, les couleurs de l'environnement étaient partout. Sacs à dos fabriqués à partir de plastique recyclé, boîtes à linge transformées à partir des déchets récupérés, objets décoratifs conçus à partir des matériaux destinés à être jetés. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, le ministère de l'Environnement a voulu démontrer qu'en Haïti, les déchets peuvent aussi devenir des opportunités. Au milieu des stands, des centaines de jeunes découvrent les métiers verts et les possibilités qu'offre une économie plus respectueuse de l'environnement. Parmi les personnalités présentes figure Miss Eco Haïti 2026, récemment distinguée lors du concours international Miss Eco en Égypte. C'est un plaisir pour moi être capable de représenter Haïti. Un concours qui n'est pas seulement basé sur beauté, mais sur environnement avec touristes. Revenue de cette compétition internationale avec une deuxième place pour la région caribéenne, la jeune ambassadrice de l'environnement estime que la sensibilisation doit commencer dès le plus jeune âge. Notre projet, nous aller dans des écoles, nous faire des sensibilisations, titi moun yo mais qui ça problème le ou même seul que nous même nous jetons fatra à terre, yon l'autre passe li dit c'est seulement lui-même et puis nous venons gagner une accumulation de déchets. Au-delà des discours, plusieurs organisations communautaires présentent des initiatives déjà en cours sur le terrain. C'est le cas de l'organisation des jeunes femmes engagées pour les droits humains, l'éducation et le développement au GFERED. Son approche consiste à transformer les déchets en objets utiles tout en accompagnant les familles déplacées par la violence. Il y a des gens qui embattent des membres qui nous ont des formations sur recyclage, transformation pour nous comment les gens sont capables d'utiliser les déchets la caille qui est dans la rue pour être capable de transformer et rendre autonome pour être capable d'aider tête. Pour sa présidente, protéger l'environnement et soutenir les populations vulnérables peuvent aller de pair. Apprendre maman pour être capable de venir autonome à travers des déchets. Nous connaissons des déchets, c'est une richesse qui est liée. La journée a également été marquée par la remise de bourses de recherche à 4 étudiants récompensés pour leurs travaux sur l'utilisation des hydrofluorocarbures dans les secteurs de la réfrigération et dans la climatisation en Haïti. Une initiative du Bureau national de l'ozone réalisée avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement. Le ministère de l'Environnement a salué l'engagement de cette nouvelle génération de chercheurs. Ça traduit en engagement de population, ça traduit en conscience nationale sur la question de l'environnement qui au jour le jour a grandi davantage. Chargé de remettre les distinctions aux lauréats, le Premier ministre a lui aussi insisté sur l'importance de la recherche et de l'innovation dans la construction d'une Haïti plus durable. Troisième monde, c'est Anne-Médine Garder, obstacles et leviers de la transition vers des réfrigérants alternatifs au HCH. Ah, elle est là, voilà. HCHC dans le secteur de la climatisation en Haïti, analyse technico-économique et institutionnelle du département du Nord. Maintenant, de nous battons. Gros bravo. Face à la déforestation, à la pollution et aux défis liés à la gestion des déchets, les participants sont unanimes. L'avenir de notre pays dépend largement des choix que nous faisons aujourd'hui. Chacun d'entre nous peut contribuer au changement. Planter un arbre, protéger une source d'eau, participer à une activité de nettoyage, éviter le gaspillage ou sensibiliser son entourage sont autant de gestes simples qui produisent des effets durables. De la valorisation des déchets à la recherche scientifique, en passant par la sensibilisation de l'entrepreneuriat vert, cette journée mondiale de l'environnement aura surtout rappelé qu'au-delà des défis, Haïti dispose déjà d'hommes, de femmes et de jeunes prêts à agir pour construire un avenir plus propre, plus résilient et plus durable. Soleil pourri, c'est
reggaeton ça pour m'enterrer soleil. Chantez avec moi. Nous laissons encore Prince Addiction Les Cailles dans le sud d'Haïti pour parler du forum régional sur l'agroécologie, valoriser la production nationale, renforcer les coopératives et promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement. Tels étaient les principaux objectifs du forum régional sur l'agroécologie et de la deuxième édition du salon itinérant des coopératives sociales, financières et économiques. Organisé du 5 au 7 juin au CAE par le Centre haïtien pour la promotion de l'agriculture et la protection de l'environnement et le Conseil national des coopératives. Réunis sur le campus de l'Université publique du Sud au CAE autour du thème agroécologie, c'est chimie, pollution nationale. Producteurs, coopérateurs, universitaires, entrepreneurs et acteurs du développement ont échangé sur les moyens de faire de l'agroécologie un véritable levier de développement économique et de souveraineté alimentaire pour Haïti. Une équipe de Radio Télémoussa était sur place. Retour sur cette deuxième édition du salon itinérant des coopératives sociales à travers ce reportage. Plusieurs délégations composées d'agriculteurs, de transformateurs de produits agricoles, de représentants de coopératives et de producteurs locaux venus du Grand Sud, du Nord-Est et de l'Artibonite ont pris part à cet événement. Tous ont réaffirmé leur engagement à valoriser le savoir-faire local et à dynamiser la production nationale. Dans l'université, on commence à réfléchir comment on gagne un monde vente. Parce que de beaucoup de monde vente, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour faire un changement. Et changement, c'est possible pour le faire. Et les rencontres, ça aussi les rencontres pour faire mon connaître que je dis à nous l'autre choix. Nous ne pouvons pas boire. C'est en Haïti comme si nous avons fait force pour nous produire. Pour Haïti, c'est un pays d'importation pour un pays d'exportation. Pour les organisateurs, l'agroécologie constitue aujourd'hui l'une des réponses les plus adaptées aux défis de l'insécurité alimentaire qui touche le pays. On dit on valorise les produits biologiques que nous gagnons. De sorte que nous sommes capables de sentir que nos niveaux, si nous voulons, nous sommes capables, et pour nous réaliser d'abord, c'est une masse critique de Haïtiens, de Haïtiennes qui vous prennent conscience que aujourd'hui, on met tête ensemble pour nous produire ça, nous manger, pour acheter ça, nous pas gagner, de sorte que nous gagnons notre temps. À travers ce double rendez-vous, le Forum régional sur l'agroécologie et le Salon des coopératives, les initiateurs entendent promouvoir des pratiques agricoles durables tout en encourageant l'organisation collective des producteurs. Vraie attente nous, c'est d'abord vulgariser ça n'a fait, nous ne comprenons ni, et puis aller dans la même voie pour faire des entreprises à l'instar de ces crasses, pour que nous créions richesse dans le pays, pour nous sortir dans la pauvreté, pour nous vivre dans la propreté, dans la prospérité. Pour les participants, le développement d'entreprises sociales fondées sur l'agroécologie apparaît désormais comme une nécessité pour renforcer l'économie locale et soutenir les communautés rurales. Sans économie sociale et solidaire, moi cadeau Haïti prend pile temps parce que l'économie capitaliste n'est pas bon. C'est grâce nous-mêmes nous travaillons dans la filière apiculture. Nous faisons formation, nous produisons et nous montons un réseau de producteurs que nous relèvons réseau éco-apivaire, côté que nous avons des unités de production, nous avons des points de référence apicoles et nous mettons des boutiques stratégiques pour produits que nous faisons, comme par exemple miel. Au cours des différentes conférences et panels, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment l'agroécologie, l'économie sociale et solidaire, le rôle des coopératives ainsi que les enjeux liés à l'économie informelle. Le dernier, c'est coopérative. Haïti, on paye compite. Haïti, plus gros problème, c'est un problème d'inégalité sociale. Si nous devons comprendre, si on peuple qui raille l'inégalité sociale, c'est haïtien. Pour ça qu'on a plus d'inégalité sociale. Haïtien, nous voulons pour tout le monde joindre. Dès tout le monde joindre, tout le monde joindre, tout le monde doit joindre, nous allons vivre. Moi-même, je vais pour tout le monde doit joindre. Si nous mettons tête ensemble, tout le monde doit joindre. Nous vivons bien, nous vivons dans la paix, nous vivons dans l'amour, nous vivons dans l'unité, et nous promet pour que la paix dans le pays. En clôture, les organisateurs ont plaidé pour un renforcement des structures coopératives afin de stimuler la production nationale et combattre les inégalités sociales. Si tente de déplacer de l'église en Shalom, en fuir les violences armées, abandonner sa maison et tenter de reconstruire sa vie dans un site d'hébergement de fortune. C'est la réalité de milliers de personnes déplacées internes de la région métropolitaine de Port-au-Prince. À l'église en Shalom, située à Delmar 33, près de 3000 personnes vivent dans des conditions particulièrement difficiles malgré les efforts du comité du site. Le soutien de l'église et l'appui ponctuel de certains partenaires humanitaires. Rosine Jean, déplacée de Delma 30 et mère d'une fillette de 2 ans, fait partie de celles qui tentent de garder espoir.
malgré la précarité. Mackenzie Séisma, Paul Digno Joseph et Fredjin Dessin se sont rendus sur place. Ils nous proposent ce reportage. C'est dans cet espace que Roselyne et sa fille ont finalement trouvé refuge après plusieurs mois d'errance à travers la région métropolitaine de Port-au-Prince. Chassée de Delma 30 par la violence armée, la jeune fille a vécu sur plusieurs places publiques, dormant parfois à la belle étoile, dans la peur constante des agressions et de l'insécurité. J'habite ici parce que je n'ai pas un côté pour m'aller, je n'ai pas un côté pour m'arrêter à Timon. Et dès qu'on a dormi sur place, je viens dormir sur place là parce que je suis depuis violé, malgré que pour m'occuper. Je suis violé, je suis obligé de venir dans l'église là. Aujourd'hui, cette mère célibataire de 23 ans dit avoir retrouvé un certain sentiment de sécurité. Mais les conditions de vie restent particulièrement précaires. Son quotidien se résume désormais à l'espace réduit d'un banc d'église qu'elle partage avec sa petite fille. On ne peut pas bien vivre face à ça. Nous jeunes assez dormir ensemble, mais on ne peut pas trop bien vivre face à ça. On ne peut pas côté me aller parce que on va vrai. Beaucoup de côté me aller. Gale s'il met ton plan là, gale là devant barrière m'a pris dormir parce que moi côté me aller à petite là. Alors on si belle si mon conseil m'a pas dans l'arrière m'a dormir les ensemble avec. M'a pas l'aise vrai. Malgré les difficultés, Roselyne refuse de céder au découragement. Son plus grand souhait demeure d'offrir un avenir meilleur à son enfant et de retrouver un jour une vie normale. Quand je vais à l'église là, j'ai toujours fait un bagage m'bali, même plus quoi pour me faire promesse pour aider parce que moment l'école là presque arrivé là même, il va besoin l'école à l'âge de 2 ans, il va besoin l'école là. Pour faire une promesse pour me pas faire vivre dans mandé encore parce que je me sens gêné pour moi m'a demander tout le temps en Simon, ça me gêné. Ça va te mal, ça fait me crier, ça va peine na peine même mais si me gonti bois m'a fait m'a carité 50 pour manger et m'a carité 50 pour manger. Non loin de là, Yvener Guerrier observe lui aussi les difficultés auxquelles sont confrontés les déplacés. Face à cette situation, ce père de famille lance un appel pressant aux autorités. Nous a demandé pour l'État, lui-même pour l'État faire une intervention rapide. Parce que la situation que nous vivons là, c'est une situation qui est très précaire. Je suis capable de dire, même l'État, dans le pays, l'État, nous constatons que l'État lui-même n'est pas en État. En attendant une réponse des pouvoirs publics, le comité du site tente de répondre aux besoins les plus urgents avec les moyens dont il dispose. Malgré l'insuffisance des ressources disponibles, cette solidarité interne demeure essentielle pour soutenir les familles les plus vulnérables. Apparemment, moi pas un monde comme si qui était une grosse activité économique, mais comparativement, comme si de façon que me vivre longtemps avec Kounia, me capable dire, me complètement détruit. Au cours de cette mobilisation, se trouve le comité de gestion du site. Son président dresse un état des lieux de la situation et profite également de l'occasion pour remercier les responsables de l'église Shalom qui accueille ces milliers de déplacés. Il y a 775 familles. Après ça, il y a 2985 personnes qui vivent là. Il y a des gens qui sont au niveau des Cafoufets, au niveau de Delma 19, Narjon, et Sat, PS6, même moun mi balè, même moun semak nou gen la tout. Bon, on a toujours prié pour André Pasteur Miskadin, pour bon Dieu toujours protéger, pour bon Dieu toujours bénir. Parce que c'est pendant aux États-Unis qui ont ouvert porte l'église là. Le temps de tout le monde ça dans la rue, il pas aux États-Unis, il dit ouvert porte l'église là, bah moun yo entrer. Alors que les besoins continuent d'augmenter et que les ressources s'amenuisent, les responsables du site appellent à une mobilisation plus soutenue des autorités et des partenaires humanitaires afin d'apporter des réponses durables aux familles déplacées qui vivent encore dans des conditions extrêmement difficiles. Pour sa 32e édition, le livre en folie a réuni le 4 juillet dernier à l'hôtel El Rancho plus de 120 auteurs autour de plus de milliers d'ouvrages.
Une occasion pour les lecteurs de rencontrer leur écrivain favori, mais aussi de célébrer la création littéraire haïtienne. Picard Emmanuel Desravines et Macaulay Fontaine nous emmènent au cœur de cet événement devenu un rendez-vous incontournable du paysage culturel national. Des auteurs en dédicace, des lecteurs venus à la rencontre de leurs écrivains favoris et des allées animées durant toute la journée. Une fois de plus, Livre en folie a transformé El Rancho Convention Center en un véritable carrefour de la culture et du savoir. Parmi les ouvrages présentés figure le guide Combit, un livre collectif consacré au développement communautaire à travers les valeurs du combitisme. Guide Combit, guide développement communautaire et axé sur valeur avec principe Combitio. C'est son livre collectif, c'est un travail plus passé 300 personnes pendant environ 5 années à travers des ateliers, plus passé presque une centaine d'ateliers donc qui fait donc pour capable guide ça capable produire. Pour ses promoteurs, cet ouvrage se veut un outil de mobilisation citoyenne et de reconstruction communautaire. Combit c'est pas inventé, nous inventé, donc Combit c'est haïtien et Combit comme un contrat social, Combit là comme un héritage collectif, il traverse l'histoire nous et dans le contexte que nous y là, nous vraiment besoin Combit. Nous besoin Combit, nous besoin d'outils qui pourraient rassembler nous. Nous besoin d'outils pour nous comme Kérab dit qui servi comme un parapluie qui nous-mêmes pour nous rassembler en Bali. Cette édition a aussi permis à de nouvelles voix de se faire connaître. Parmi elles, Naïchka Léonard qui participait pour la première fois à Livre en folie avec son ouvrage One Shot. C'est la première participation moi dans Livre en folie et me dit déjà que c'est une expérience extraordinaire parce que en tant qu'auteur, on vient exposer avec un plus large public. À travers ce livre, l'autrice partage des outils destinés à aider les jeunes entrepreneurs à mieux présenter et à défendre leurs projets. Ce livre, la permettre que ou gagner toute clé en main pour convaincre n'importe jury, dans n'importe compétition, pour atteindre n'importe objectif, que ce soit pour jeunes clients, que ce soit pour jeunes partenaires, que ce soit pour jeunes investisseurs, qui ont l'argent qu'on a besoin pour débloquer le business. Autre révélation de cette 32e édition, Stessa May Irabigor, à seulement 11 ans, la jeune autrice compte déjà 2 livres publiés. C'était un parcours extrêmement difficile et un parcours moyen. Moi, fait plusieurs livres, même publié seulement 2. La première histoire, moi, c'était pas vraiment Monsieur Parade. C'était une histoire qui t'est parlé super-héros. Si l'engouement du public fait l'unanimité, certains visiteurs souhaitent voir davantage d'innovation technologique dans le processus d'achat des ouvrages. Ça me capable de garder avec un regard critique, c'est que Livre en folie pour arriver vers une technique de utiliser technologie pour que vente l'en fait avec plus facilité. Mais pour plusieurs observateurs, l'essentiel demeure l'intérêt croissant des jeunes pour la lecture et l'écriture. Ça qui intéresse mon niveau chiffre, c'est que en 2024, nous avons gagné 94 auteurs. En 2025, nous avons gagné 112 auteurs et en année ça, nous avons 114. Ça veut dire tendance dans les gains, on tendance à progresser. Et là, nous croyons que c'est intéressant. Et parmi tous les auteurs, ça y a de très jeunes auteurs. Il y a des auteurs de 11 ans, de 13 ans, de 14 ans. Nous trouvons que c'est encourageant malgré bon tendance à faire comprendre que les jeunes ne sont pas intéressés à ça qui a un rapport avec livre, avec littérature. Je trouve que c'est faux et il y a de l'espoir. Auteurs confirmés, jeunes talents et passionnés de lecture se sont retrouvés autour de même ambition, faire vivre la littérature haïtienne. Après 32 éditions, Livre en folie demeure l'un des plus importants rendez-vous culturels du pays. Soirée de gala caritative, mobiliser des ressources et renforcer la solidarité en faveur des enfants en situation de vulnérabilité. C'est l'objectif poursuivi par l'organisation Aidons les enfants défavorisés qui a organisé le samedi 6 juin une soirée de gala à l'hôtel Caribbean Convention Center.
Partenaires, entreprises, personnalités publiques et acteurs de la société civile se sont réunis autour d'une même ambition, offrir davantage d'opportunités aux enfants les plus vulnérables. Reportage signé Marc-Hélène Fontal et Picard Emmanuel Desravines. Toujours songer, Timoun jodi, grand monde demain, et que Timoun yo c'est espoir pays. Si nous pas prendre soin aujourd'hui jodi, nous mettre connaître que demain nous déjà kaba. Un message fort qui résume l'esprit de cette soirée de gala organisée par l'association Aidons les enfants vulnérables. Réunis à l'hôtel Caribé Convention Center, partenaires, membres de la société civile et invités ont répondu à l'appel de cette jeune organisation engagée dans la promotion des droits de l'enfant et l'accompagnement des familles les plus vulnérables. Créée en décembre 2023, la LHUPC-AED intervient dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la protection de l'environnement. À travers cette activité, l'organisation souhaite mobiliser davantage de ressources afin d'élargir son impact auprès des communautés défavorisées. Nous ne sommes pas réunis uniquement pour collecter des fonds, nous sommes réunis pour créer des alliances et réunir autour d'une table les acteurs qui partagent une conviction commune. Nous ne recherchons pas de simples donateurs, nous recherchons des partenaires de transformation. L'un des principaux objectifs de cette levée de fonds est de permettre à plusieurs centaines d'enfants de reprendre le chemin de l'école dès la prochaine année académique, grâce au soutien de partenaires et d'institutions. Le but de l'activité c'est dans l'idée pour nous être capables de rentrer fonds pour nous aider 500 personnes pour l'année scolaire 2026-2027. Il y a différents moyens que les gens choisi de faire un don. Les doivent faire cash, les doivent faire sur ce website là. Les capables de faire des dons palpables. Les doivent choisir ces kits scolaires pour aider les gens à aller à l'école. Les doivent payer choisir de payer à l'école pour un petit monde. Donc toute forme de support que les gens capable pour nous aider à projet ça bienvenue dans LHUPC. Les prestations artistiques et les différents témoignages ont également permis de sensibiliser les participants à l'urgence d'investir dans l'éducation et le bien-être des enfants en situation de vulnérabilité. Au-delà de l'appui matériel, les responsables de l'organisation insistent sur la nécessité d'une mobilisation collective autour de la protection de l'enfance, convaincus que chaque geste peut contribuer à transformer une vie. Nous recherchons des personnes qui comprennent qu'aider un enfant aujourd'hui, c'est prévenir une crise demain. Que soutenir une famille aujourd'hui, c'est renforcer une communauté demain. Que donner accès à l'éducation aujourd'hui, c'est construire la stabilité de demain. À travers cette soirée de gala, l'organisation réaffirme son ambition de renforcer ses actions dans les 10 départements du pays et d'accompagner davantage de familles confrontées à la précarité. Pour les responsables de l'organisation, investir dans un enfant aujourd'hui, c'est poser les bases d'une société plus juste, plus solidaire et mieux préparée à relever les défis de demain. Pas si je peux longer mes bâtis moun. Concours de poésie. La poésie était également à l'honneur à Pétionville. La 3e édition du concours M'a déclamé pour maman, organisé par Madouce Saveur, a permis à de jeunes talents de rendre hommage aux mères à travers leurs textes et leur éloquence. Retour sur cette finale riche en émotions avec Radio Télé Moussa. Sous les regards émus des parents et du public, 5 finalistes, tous âgés de 9 à 12 ans et passionnés de poésie, se sont succédés sur la scène de l'auditorium de la télévision Pacifique. Ils ont ainsi transformé cette finale de M'a déclamé pour maman en un véritable hommage à la figure maternelle. Par la richesse de leurs textes, la qualité de leur interprétation et la sincérité de leurs émotions, les finalistes ont su captiver le public et le jury, composé de Mensley Cantave, Dionit Unzer et Rudmirson Mousson d'Abrésil. Au terme de la compétition, Abigail Terrien, 12 ans, a été sacrée lauréate de cette 3e édition. Elle devance alors Gérardly Polenski Célestin, Oberta Vanna Inozer, Jose Dara Jolika Pierre et Terly Joseph, dont les prestations ont été également saluées.
Au-delà de son caractère compétitif, ce concours poursuit une mission éducative en encourageant les enfants et adolescents à développer leur aisance orale, leur confiance et leur sens de la création littéraire. Dans un contexte où les activités culturelles sont souvent perturbées par le climat d'insécurité persistant dans le pays, la tenue de cette 3e édition témoigne de la volonté des organisateurs de maintenir des espaces d'expression pour la jeunesse et de promouvoir les valeurs de respect, de gratitude et de transmission. En inscrivant son nom au palmarès aux côtés de Chloé Ali et d'Imerly Chouessi Céleste, Abigail Terrien confirme la vocation de ce rendez-vous à révéler de nouveaux talents artistiques et littéraires et à faire de la poésie un outil d'éducation et de cohésion sociale. Plus qu'un concours de déclamation, Map déclamé pour maman s'impose désormais comme une plateforme d'expression où de jeunes voix apprennent à porter leurs émotions, à valoriser la figure maternelle et à transmettre un message d'espérance à travers les mots. Je t'aime maman, merci pour tout maman. Un coup d'œil de l'actualité humanitaire internationale. En Libye, 11 membres de la caravane humanitaire Soumoud sont détenus depuis 2 semaines dans la région de Benghazi. Selon les organisateurs, plusieurs d'entre eux ont entamé une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention. En République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé et Africa CDC ont annoncé un plan de réponse de 518 millions de dollars pour lutter contre l'épidémie d'Ebola qui touche plusieurs pays de la région. Plus de 452 cas ont déjà été confirmés pour un total de 82 décès. Ainsi s'achève ce numéro de regard humanitaire. Au sommaire cette semaine, environnement, agriculture, culture, solidarité et résilience des communautés face aux multiples défis qui touchent Haïti et le monde. Merci à l'ensemble de nos reporters, collaborateurs et partenaires à travers le pays. Une production de Radio Télémoussa 93.7 et en ligne sur le www.moussatv.com et sur toutes les plateformes numériques de Radio Télémoussa avec l'appui de la Fédération haïtienne des associations de médias et de journalistes pour la défense des droits humains, fameux JOUD, et relayé par une trentaine de médias à travers le pays. Le journal vous a été présenté par Max Evanseïd, technique Aurélie Joseph, Mackenzie Selisma, Max Harry Vilmé. Reportage, Frédine Destin, Mackenzie Devaris et Mackay Fontal. Rédaction, Paul Dino Joseph et Pika Emmanuel Deravine. Réalisation, Unifontal. Merci surtout à vous, chers auditeurs, internautes et téléspectateurs, pour votre fidélité. Retrouvez cette édition ainsi que l'ensemble de nos contenus sur les plateformes numériques de Radio Télémoussa. Au nom de toute l'équipe de production, je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine. Notre programmation continue sur 93.7 FM et sur www.moussatv.com. À bientôt pour une nouvelle édition de Regard Humanitaire.